Bonsoir et bienvenue à cette émission. Comme annoncé, l'émission de ce dimanche 22 janvier ouvre ses portes à deux jeunes entrepreneurs motivés et engagés. Depuis des années, malgré les péripéties liées à cette option professionnelle, ils tiennent debout sous la pluie et le soleil, portés par une soif inébranlable de réussite. Leur présence sur notre plateau n'est donc pas un hasard. Nous voulons ce soir mieux comprendre leur parcours, leurs choix professionnels et les défis auxquels ils ont fait face et surtout comment ils ont pu les surmonter. Déjà sur mon plateau, M. Médecin Mirlin Bosso, il est ingénieur agronome de formation et président-directeur général de Djinoukoum. Bonsoir, M. Bosso, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Jules. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Notre deuxième invité qui a un petit souci technique, M. Aziz Agossou Sena. Il est aussi ingénieur agronome, mais spécialisé dans la production animale. Il est par ailleurs PDG de Ibido Famine, représentant Afrique de IFAM, je crois qu'ils sont spécialisés dans la cuniculture, et puis il est distributeur exclusif de la gamme Optima. Il va se joindre à nous, j'espère, dans quelques secondes. Il va se joindre à nous dans quelques secondes, j'espère bien. Donc, en attendant que M. Aziz se reconnaisse, je voulais saluer aussi tous les internautes pour leur fidélité à cette émission. Ils peuvent participer à l'émission en laissant leurs questions ou leurs commentaires dans le fil de cette vidéo live. Et aussi, je demande aussi pour qu'on élargisse l'audience, ils peuvent partager la vidéo aussi sur leur page ou bien dans les groupes pour permettre à plus de gens de pouvoir nous suivre en ce moment en direct. Donc, monsieur Agosso est en train de se reconnecter. Monsieur Agosso, si vous m'entendez? Oui, je vous reçois très bien. Merci, OK, monsieur donc j'ai fini de vous présenter. Donc, je vous souhaite aussi la bienvenue sur ce plateau. Et merci. Merci beaucoup. Donc, on va commencer l'émission tout de suite en commençant à mieux vous connaître. On va commencer par M. Bossou. Pourquoi avoir choisi à la fin de vos études secondaires une option, une filière agricole? On sait qu'à l'université, il y a beaucoup de jeunes qui vont en sciences juridiques, en sciences économiques, il y a d'autres filières aussi. Est-ce que c'est un hasard ou bien c'est un choix délibéré d'aller dans une filière agricole, M. Bossou? Merci, M. Jules. Bonsoir à tous les internautes. Bonsoir, Aziz. Je suis Merlin Médecin Bossou. Comme l'a dit M. Jules tout à l'heure, je suis ingénieur agronome de formation. J'ai commencé la thèse, mais par la force des choses, je n'ai pas pu terminer. Et après ça, je suis le promoteur de Djinoukoum SRL, une entreprise de droit béninois qui est dans la production, la transformation et la distribution des produits agricoles et agroalimentaires du FEM. Par rapport à mon parcours, c'est vrai que je suis issu d'une famille modeste. Mes parents étant tous enseignants. Mon père, enseignant au collège, avait toujours animé des ateliers d'agriculture. Mon papa, déjà moi, à 6 ans, j'allais déjà au champ. Mon papa avait une ferme et on travaillait. Mais je n'étais pas destiné à sortir agronome. Quand j'étais au secondaire, mon ultime but, c'était de sortir médecin. Mais quand je suis arrivé en terminale, j'ai eu la chance de faire une école où on était en discussion permanente avec les professeurs qui, par nos capacités d'apprendre les leçons, pouvaient nous orienter. Donc, un professeur que je voudrais vraiment saluer ici, M. Dano Alain, qui fut mon professeur de biologie en terminale. Un jour, au cours d'une discussion avec lui, il me disait que tel que je te connais, tu ne pouvais pas... Non, il était en première, il était mon professeur en première, sorry.
Et en première, il me disait que tel que je te vois, tu ne pouvais pas tenir en médecine. Mais je te conseille l'agronomie. Arrivé en terminale, j'ai discuté avec le professeur Arondino Léon, qui m'a aussi dit la même chose. Donc, dès que j'ai eu mon bac, je n'ai pas cherché à aller dans 2 filières. Je suis directement allé en agronomie, où après 5 ans, je suis sorti ingénieur agronome. Et dès que j'étais déjà en 2e année, passant en 3e année, j'avais créé ma première entreprise. Donc, voilà un peu mon histoire, M. Jules. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. On revient à M. Agosou maintenant. La même question. On veut mieux vous connaître et aussi pourquoi avoir choisi une filière agricole à l'université. Merci, Monsieur Jules, pour cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de partager notre expérience entrepreneuriale. Et je pense que c'est quelque chose qui est inné en fait, parce que déjà tout petit, euh, j'avais un petit élevage que je faisais à la maison. J'ai élevé des trucs pas très catholiques. Je me rappelle quand j'étais tout petit, j'allais à attraper des larves dans l'eau et j'avais mis ça dans un bocal à la maison et j'avais dit j'avais des poissons. Et un matin, je suis arrivé, je pleurais parce que je dis on a remplacé mes poissons. Mes poissons ont eu des pattes. On a enlevé les poissons, on m'a mis des grenouilles. C'est là que j'ai compris en fait que c'est là, maman m'a expliqué, c'est là qui devenait grenouille. Et mon grand frère faisait de la médecine. Donc, à la maison, je m'occupais des poules pondeuses de la grand-mère avec ses lapins. Et j'ai toujours aimé manipuler, j'ai toujours aimé la nature. C'est moi qui avais en charge le jardin, par exemple. C'est moi qui enlevais, qui entretenais le jardin, les mauvaises herbes et tout. Et quand je suis arrivé à l'université, quand j'ai eu mon bac déjà, on m'a dit, tu veux faire quoi? Et ma grand-mère me disait toujours, Aziz, tu as des mains en or. Et j'ai voulu continuer dans un métier qui me permettrait d'utiliser mes mains et de valoriser cela. J'ai choisi comme ça l'agronomie. Et quand j'ai choisi l'agronomie, j'ai toujours été quelqu'un, j'aime pas m'aligner dans la masse, j'aime pas faire ce que tous les autres font. Donc, de la première année en 2e année, j'ai créé ma petite exploitation. C'était juste un centre de pratique, en fait, où je devrais faire la pratique de tout ce que j'apprenais en agronomie. Et c'est comme ça que sur plusieurs spéculations, le lapin m'a assez intéressé parce que j'avais déjà fait ça dans mon enfance. Et quand je creusais, je me rendais compte il y avait vraiment quelque chose de fait. Et les connaissances au niveau du lapin n'étaient pas vraiment approfondies parce que je suis très curieux et puis voilà, c'est comme ça. Et quand je suis arrivé au niveau de la thèse, j'ai orienté encore mes études au niveau de l'insémination parce que j'avais tout de suite compris qu'en plus du matériel génétique, il y avait un problème qui était lié à la reproduction. Donc, quand j'ai fouillé, j'ai fait pratiquement 2 mois, 3 mois pour trouver euh, un lieu de stage, ce qui a fait en sorte que j'ai commencé en retard par rapport aux autres. Mais je pense que c'était un challenge qui a valu le coup, quoi. Parce qu'aujourd'hui, à partir du lapin, Ibidon Farming est devenu une référence sur le continent africain. Voilà un peu, c'est un peu ça mon histoire. Okay. Donc, Monsieur Bossou, vous avez commencé par parler déjà de votre entreprise. Est-ce qu'on peut connaître actuellement quelles sont les spéculations que vous avez au niveau de votre ferme ou les produits que vous commercialisez à partir de votre entreprise? Merci, Monsieur Jules. Aujourd'hui, Dinocoon a 2 startups. Dinocoon, l'entreprise, vraiment a 2 startups. Une première startup qui s'occupe de tout ce qui est service agricole, qui est Agri-Conseil. Et sous Agri-Conseil, aujourd'hui, nous avions 7 fermes sous gestion permanente. Et dans ces 7, nous avions 3 qui nous appartiennent nous-mêmes. Et après ça, c'est la commercialisation des produits agricoles qui est fait par la startup Dinocoon Store. Donc, je résume qu'aujourd'hui, nous sommes dans les services agricoles, beaucoup plus en ce qui concerne les productions, tout ce qui est produits frais,
vendus à partir de nos plateformes, c'est-à-dire les viandes fraîches. Je vous rappelle que nous, on ne fait pas de produits congelés. C'est quand le client commande, par exemple, un lapin, que le lapin est abattu et acheminé chez lui. Donc, en ce qui concerne les produits frais, les produits maraîchers, 60% de ces produits-là viennent de nos propres installations, viennent de nos fermes. Et en ce qui concerne les produits transformés, nous avions aujourd'hui des fournisseurs. Nous avions travaillé avec des transformateurs où nous avions travaillé à améliorer leurs produits, à leur conseiller un bon packaging et à nous positionner sous un système de cluster où nous sommes un agrégateur et par ce biais, nous commercialisons leurs produits. Donc aujourd'hui, quand vous allez sur notre plateforme de façon brute, nous avons 256 produits que nous commercialisons aujourd'hui grâce à nos plateformes et à notre système de distribution. Merci beaucoup. Je reviens à M. Agossou. Quand on parle de Ibidou Farm, qu'est-ce qu'on peut y retrouver ou bien quelles sont vos spéculations à ce niveau? Oui. Il faut dire que à la base, Ibidou Farming, c'est un centre de sélection génétique lapin. D'accord. Et aujourd'hui, Ibidou Farming, c'est le représentant Afrique et distributeur exclusif agréé de la marque la gamme Optima, c'est-à-dire IFARM, qui est le leader de la génétique mondiale. Mais Ibidou Farming, aujourd'hui, a passé au statut de groupe Ibidou Farming. Nous avons 8 filiales, c'est-à-dire on a 8 succursales. On est aujourd'hui, en plus du Bénin, on est dans 7 autres pays africains. Et Ibidou Farming, c'est, comme je le disais, c'est la génétique. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la sélection génétique lapin, mais nous avons innové depuis lors face à la demande et à l'appui conseil qu'on pouvait faire. Nous sommes dans la génétique ovine, c'est-à-dire les moutons. On fait essentiellement les moutons hautement génétiques. On est resté en fait, parce qu'il faut comprendre notre logique. C'est-à-dire, on a un problème de génétique en Afrique qui est peu performante, que ce soit au niveau du lapin, que ce soit au niveau des vaches laitières, que ce soit au niveau de l'aviculture. On a des spécimens qui ne répondent pas tellement aux exigences de production que nous voulons, donc qui sont faiblement productifs. Donc, moi, ma logique, c'était déjà de résoudre ce problème de race, comme on dit chez nous, de pouvoir trouver des lapins qui soient vraiment hautement productifs. Et pour pouvoir le faire, il fallait que je concentre mon travail sur l'aspect génétique, l'amélioration génétique. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui à travers nos succursales, à travers la création déjà, par exemple, au Bénin, du premier centre de sélection génétique en Afrique. Ça n'existait pas parce que maintenant, nous allons pouvoir produire une génétique hautement performante en Afrique. Et ça, c'est le Bénin qui a eu l'honneur d'inaugurer cela. Toujours dans cette même optique, il a fallu qu'on aille vers la création également d'un centre d'insémination. Et c'est ce prototype-là que nous sommes en train de reproduire dans les différents pays. Et à côté de ça, nous avons d'autres spéculations sur la demande souvent de nos partenaires, comme la vache laitière qu'on importe depuis l'Europe, comme les moutons, et essentiellement l'Île-de-France, le Doper, et puis récemment le Sardi au niveau du Maghreb, notamment le Maroc. Nous sommes également dans la génétique pentade qui est originaire d'Afrique, mais on est triste parce qu'en Afrique, il n'y a aucun centre de sélection génétique pentade. Il a fallu que le plus grand centre de sélection de génétique pentade soit en Europe. Or, l'Européen dit que la originaire d'Afrique et c'est également dans le pigeon. Donc, je fais pratiquement tout ce qu'il faut en termes de génétique, sauf bien évidemment la poule pondeuse, le poulet de chair et puis l'aquaculture. Voilà les 3 secteurs qui n'entrent pas dans mon cahier de charge, bien évidemment aussi l'aspect agriculture. Merci beaucoup. L'idée de l'émission aussi, c'est que les jeunes qui nous regardent actuellement, qui se questionnent ou bien qui veulent se lancer dans l'agriculture ou bien tout ce qui tourne autour de l'agriculture et qui se questionnent, quand on regarde l'environnement agroalimentaire ou agro-business du Bénin, si on veut dégager par exemple 3 filières
si un jeune vient vous voir parce que vous travaillez, vous rencontrez des producteurs au quotidien, si on veut dégager 3 filières, M. Bossou, quelles sont les 3 filières qui sont adaptées, qui ont comme un avenir pour les jeunes au Bénin, M. Bossou? Aujourd'hui, l'avenir, pour moi, hein, Oui. avec l'expérience que j'ai eue, Que vous avez, oui, c'est ça. la première chose, c'est la transformation agroalimentaire. La transformation agroalimentaire, parce que quand vous venez sur Djinoukoum, par exemple, les produits frais, nous les commercialisons à 70% contre 30% des produits transformés. Mais c'est parce que dans le cœur du métier de la transformation agroalimentaire, nous n'avions pas beaucoup de jeunes qui ont la qualification, qui s'y lancent. Et même s'ils n'ont pas la qualification et ils s'y lancent, ils ne finissent pas tout le processus d'acquisition de l'expérience et remettre cette expérience-là dans le système. Quand je prends les produits maraîchers, c'est des produits à haut rendement sur de petits espaces où les jeunes peuvent vraiment s'y mettre. Mais quand on vient au niveau de la transformation, ce maillon-là, nous n'avions pas beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Alors que quand on voit les projets programmes aujourd'hui dans notre pays qui investissent dans le maraîchage, il faut que, quand c'est fait en amont, il faut qu'en aval aussi, on puisse avoir quand même la valeur ajoutée. Il faut rappeler que dans notre pays, le Bénin, la majorité des projets programmes et des appuis, pendant longtemps, ont été mis dans la production, en oubliant la transformation et la commercialisation. Donc, les jeunes aujourd'hui peuvent révolutionner notre agriculture en allant se positionner sur les maillons transformation et commercialisation. Quant aux filières, je félicite Aziz pour le travail qu'il a bas. Moi, je suis admiratif de lui. Vous savez, la majorité des produits carnés qu'on consomme dans notre pays viennent de l'extérieur. Et c'est un secteur où les jeunes peuvent se positionner. Mais par expérience, quand les jeunes se positionnent sur ce secteur, ils font face à l'importation des produits carnés. Tout le rôle régalien de l'État. Donc, quand je prends la transformation agroalimentaire, je prends la production animale, c'est les secteurs prioritaires dans lesquels les jeunes aujourd'hui peuvent s'investir. On a plein de parents à Cotonou qui ont des immeubles et rien ne se passe en haut. J'ai visité de loin l'une des fermes d'Aziz au plein cœur de Cotonou, mais je sais qu'il fait l'élevage sur immeuble, d'après ce que j'ai appris. On m'a montré l'immeuble de loin. Une fois, j'étais pratiquement dans ça, on m'a dit, ah, le monsieur à Gossou, là, voilà son immeuble. Mais plusieurs jeunes peuvent le faire. Nos parents ont 2-3 carrés dans Calavi, dans Cotonou. Ils peuvent prêter ça, mettre ça à disposition des jeunes pour qu'ils fassent l'élevage. Donc, l'élevage, la transformation agroalimentaire, pour moi, sont les 2 priorités que les jeunes peuvent emprunter dans tout ce qu'il y a comme sens. Et après ça, maintenant, ils peuvent aller dans la production, quand bien même nos parents sont déjà pleins dans la production. Ok, merci beaucoup. Oui. Monsieur Agossou, je sais que vous n'êtes pas seulement au Bénin. Actuellement, vous êtes à Brazzaville et vous voyagez souvent dans les capitales africaines. Vous avez rencontré plusieurs producteurs, plusieurs éleveurs. Si on peut dégager même peut-être à l'échelle de l'Afrique ou bien tout au moins de l'Afrique noire, quelles sont les filières qui ont un avenir actuellement en Afrique noire? Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, déjà, je vous remercie pour cette question parce que, vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je veux parler, je vais bien évidemment choisir le lapin. Vous savez, aujourd'hui, force est de constater, et je crois que c'est cette phrase-là qui a attiré mon attention il y a pratiquement 13 ans, quand je voulais me lancer. C'est
la filière cunicole est l'activité en élevage la plus rentable au monde. Mais quand on dit ça, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. On ne comprend pas la profondeur de ce que cela révèle. Vous savez, à tous ces jeunes qui sont là, la seule chose que moi, je peux leur dire déjà, et je remercie M. Merlin pour le compliment, le seul truc que je vais leur dire, c'est oser croire en vous. C'est oser croire en vous. Vous savez, aucun rêve n'est assez grand. Et la distance qui sépare les rêves de la réalité, ce n'est que l'action. C'est rien que l'action. Moi, j'ai commencé, j'avais 30 000 francs. J'ai acheté mes 3 premiers lapins à SOS Calavi. Mes 3 premiers lapins, je les ai achetés à SOS Calavi. Et je crois que le monsieur qui élève les lapins, il est encore là. L'unité, c'était à 10 000 francs. La première femelle m'a fait 9, la deuxième m'a fait 8. Et j'ai grandi progressivement. Et je crois que même monsieur Jules, qui est là aujourd'hui, ça fait pratiquement 7 ans, 8 ans que nous avons collaboré, que j'ai installé votre ferme. Et le lapin a été pour vous la spéculation la plus rentable. Et je crois que dans l'une de vos anecdotes, vous avez dit, je pense que si je devrais faire quelque chose en arrière, j'allais me spécialiser sur le lapin. Aujourd'hui, je suis à Brazzaville. J'ai animé une conférence hier. J'ai eu la chance de faire pratiquement 70% des pays africains, que ce soit le Maghreb, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, un peu en dessous. Regardez un pays comme le Congo-Brazza où je suis actuellement. C'est 700 milliards de francs CFA qui sont dépensés par an pour l'importation d'aliments au Congo. Le Congo, c'est 5 millions d'habitants. Quand vous sortez de Brazzaville pour monter vers Ouesso, vous avez des plaines les plus fertiles d'Afrique. Il n'y a pas d'arbres à dessoucher, il n'y a rien. C'est que de la verdure. Donc, pour ces jeunes aujourd'hui, moi, si je dois choisir une filière, et de par ce que j'ai vu dans le monde, de par la dynamique actuelle, de par ce que ça représente comme potentialité et chiffre d'affaires, moi, je leur dirais aller dans le lapin. Mais sauf que pour pouvoir aller dans le lapin, il s'agira de bien faire. Parce qu'on est resté trop longtemps dans la médiocrité. Je vous donne un exemple. Quand on parle de rendement, au Bénin, le kilo de lapin, c'est à peu près 3 000, 3 200, 3 500. Moi, j'ai bataillé pour que le kilo de lapin puisse venir à ce niveau. Mais lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire, le kilo, c'est à 7 000. À Dakar, le kilo, c'est à 15 000. Ici, au Congo, le kilo, c'est à 10 000. Ça fait le prix qui a acheté au niveau des grandes surfaces. Hier, il y a 2 jours, j'ai mis sur mon Facebook une annonce d'un grand supermarché congolais. J'étais au Congo, en Angola, pardon, et ils ont dit qu'ils veulent 7 000 lapins par semaine, en gros mat. Et on s'est regardé. Il n'y a personne qui veut livrer, qui peut livrer. Donc, c'est dire que dans cette filière, la filière lapin ressemble à la filière avicole il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ceux qui se sont lancés dans la filière avicole, ils se sont fait plein d'argent. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un jeune qui n'a pas beaucoup de moyens, qui aujourd'hui arrive à se battre pour avoir ne serait-ce que 2 femelles de la gamme Optima, ce jeune en 42 jours peut produire 20 lapins. Rien qu'avec 2 femelles. Et il va grandir. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus dans des grandes des grandes fermes avec des faibles rendements. Aujourd'hui, il faudrait partir avec des petites fermes, avec un matériel génétique adapté et grandir progressivement. Donc, à part cette activité qui est selon moi aujourd'hui l'activité qui doit drainer assez de jeunes et de femmes, parce que moi je milite aussi pour l'autonomisation de la femme africaine à travers la cuniculture. Et la preuve, vous faites même figure d'exemple, parce que celle qui a travaillé avec vous, qui a développé votre ferme de lapins, M. Jules, c'est une fille qui a été formée chez moi. C'est un des produits de ma ferme. Elle a été formée chez moi et elle vous a apporté les résultats qu'il faut. Et ça, c'est un travail qui a été fait il y a 7-8 ans. Donc aujourd'hui, je milite vraiment
Pourquoi? Parce que c'est une activité qui correspond très bien à la femme. Et là, il va se poser un problème derrière. Le problème, ça va souvent être un problème d'organisation des filières et tout. Mais il faut dire que si aujourd'hui on n'arrive pas à décoller dans nos filières, ce n'est pas parce qu'on produit suffisamment. C'est simplement parce qu'on n'est pas organisé. Parce que si aujourd'hui on demande en termes de population, en termes de productivité, en termes de besoins, la réalité est que si aujourd'hui l'État décide d'interdire les importations au Bénin, on aura 2 mois où on va pleurer. On va faire semblant de produire pendant 2 mois. Mais après, on va pleurer parce que la production nationale aujourd'hui ne permet pas de résoudre le problème qui est là. Il y a des problèmes en amont qu'il faut absolument régler. Et moi, je suis d'avis avec M. Merlin. Il faut qu'aujourd'hui, l'État béninois, et je crois que c'est ce que l'État est en train de faire, parce qu'il y a de cela 10 jours, j'ai piloté une délégation marocaine, on a fait le tour, on a vu à peu près tout ce que l'État est en train de mettre en place pour pouvoir développer. Et je peux vous dire aujourd'hui, de sources sûres, que l'État a dit l'année 2023, c'est l'année du développement de l'élevage au Bénin. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment booster. Et l'une des réalisations, c'est qu'à l'instant où on vous parle, il y a un arrêté ministériel qui a été signé pour interdire l'importation des poussins d'un jour. Donc, ça veut dire quoi? Ça crée un gap aujourd'hui pour pouvoir permettre aux producteurs. Moi, je suis apolitique. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un éleveur. Mais tout ce qui permet de développer le business, on va aller dans ce sens-là. Ouais, donc, c'est dit qu'il y a une possibilité aujourd'hui pour la jeunesse à moindre coût de pouvoir s'installer, surtout dans la filière cunicole, dans la filière avicole. Et quand je dis aviculture, je sais qu'il y a des spéculations comme la pintade. Il y a la pintade qui n'est pas vraiment développée au Bénin. On a des gens qui essayent, mais qui ne maîtrisent pas encore la chose. On peut produire le pentado d'un jour. Et là, il y a des techniques comme l'insémination également, que moi je fais au niveau de la pintade, tout comme c'est fait au niveau du lapin, qui permettrait de booster ça. Donc, après, derrière l'aviculture traditionnelle, nous avons tout. Il y a également l'escargot qui est là, il y a la caille. Moi, je sais que ce n'est pas facile pour un jeune d'entreprendre au niveau de l'agriculture, mais dans l'élevage, avec petits moyens et surtout avec une bonne formation, parce que ce qui fait défaut, c'est ça. J'ai beau, vous prenez des jeunes aujourd'hui, vous leur donnez de grands moyens, mais si derrière, ils ne sont pas formés, le résultat, au bout d'un certain temps, ça va causer un grand couac, un très grand couac, parce que, croyez-moi, ce n'est pas un problème de projet ou de programme. On a mis assez d'argent sur ces jeunes-là. Bon, moi, j'ai jamais eu de financement, je le dis toujours, j'ai jamais eu de financement parce que j'avais eu une formation. J'ai une formation qui m'a appris qu'il fallait se battre et je sais à quel point ça a été difficile pour moi d'y arriver. Mais c'est la vie de l'entrepreneur. On ne vient pas entreprendre parce que tout va être beau. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez réagir l'un ou l'autre sur les Voilà. interventions. Moi, je voulais... Oui, réagir rapidement, oui. Oui. Moi, je voulais revenir sur 2 points. D'accord. Parce que c'était l'intervention d'Aziz. La première, c'est la formation. Si aujourd'hui, nous, on n'est pas encore arrivé, hein, mais si vous, à BIAfrica, vous estimez que nous sommes déjà des modèles, c'est parce que à un moment donné, nos parents ont investi dans notre formation et nous-mêmes, nous avons voulu aller de l'avant. Je vous informe par exemple que moi, je me fais encore former jusqu'aujourd'hui, bien que je sois diplômé. Quand je prends par exemple la châtaigniculture, l'élevage des escargots, dans notre pays, 98% des escargots que nous consommons au Bénin est issu de la cueillette. J'ai eu dans ce pays des Marocains qui sont venus et qui cherchaient 2 conteneurs d'escargots, un contrat de 2 conteneurs d'escargots de 40 pieds par mois pour un contrat de 2 ans. On est passé dans tout le Bénin, on n'a trouvé aucune ferme capable, même pas des coopératives capables de pouvoir fournir cette quantité d'escargots. Donc, c'est pour vous dire que, comme l'a dit Aziz tout à l'heure, le Bénin est encore vierge. Et les jeunes doivent entreprendre, se faire former.
Et quand je reviens au rôle régalien de l'État, tout comme Aziz, je suis apolitique. Voilà. Mais je loue ce que l'État fait aujourd'hui dans l'organisation des filières. Je prends une filière dont je suis pratiquement un des acteurs, la filière maraîchage, qui a été longtemps mis de côté, qui aujourd'hui, on peut développer l'agriculture urbaine avec le maraîchage, couplé avec l'élevage. Pour un jeune, sur un carré, il peut faire l'hydroponie, par exemple, élever les poissons combinés avec l'élevage et se dire qu'il fait de la culture bio ou même écologique. Et il va se faire de l'argent dedans. Je connais de grandes firmes au Bénin qui font de l'hydroponie, mais ils sont très loin. Donc, l'État aujourd'hui est en train d'organiser les filières. Quand on regarde au niveau du ministère de l'Agriculture, tout ce qui est fait pour les jeunes, c'est l'organisation des filières, l'installation des interpros qui pourront aller directement négocier des marchés même à l'extérieur du pays. Donc, tout est en train d'être mis aujourd'hui pour que les jeunes sachent que, j'oublie le nom de celui qui a dit que l'agriculture est le nouveau pétrole de l'Afrique. Que les jeunes sachent qu'ils doivent aller dans ce métier. Et un jour, quand l'État même va finir d'organiser ces filières-là, il va voir que les jeunes se sont fait former, même si c'est des petites formations thématiques, des formations de 50 000, ces jeunes pourront être capables d'être des acteurs des filières et les interpros pourront aller négocier même des marchés à l'extérieur pour le bon vivre de nous les jeunes. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé par être vendeur d'œufs dans Cotonou. Les gens m'ont connu comme vendeur d'œufs. Moi, de formation, je n'ai pas fait la production animale. Je fais la production végétale. Ma spécialité, c'est la fertilisation des sols. Beaucoup plus dans le maraîchage, c'est ma spécialité. Mais c'est par expérience aujourd'hui que je touche aussi à l'élevage et que je fais tout. Donc, les jeunes doivent aller se faire former. Le potentiel, il est là. Le potentiel, il est là. Quand on prend aujourd'hui nos produits, on voit que le coût de production est élevé. Le coût de production est élevé parce que nous n'avions pas de pratiques modèles. Je prends l'insémination. Quand il faut attendre, quand vous avez une chèvre, et il faut attendre que le mâle se décide de monter la chèvre avant que la chèvre ne soit gestante et mette bas, on laisse le temps, autant on ne pourra pas produire. Mais quand on va se former, par exemple, sur l'insémination artificielle, et c'est l'éleveur même qui programme maintenant sa chèvre, il aura beaucoup plus de valeur ajoutée, il va produire plus dans une année, et son coût de production sera beaucoup plus bas que ce qui est actuellement. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter à l'intervention des adjoints. Oui, on va rester au niveau du volet formation parce que dans votre intervention précédente, vous avez parlé de la commercialisation et la transformation comme des sous-filières dans lesquelles les jeunes peuvent s'engager. Mais quand on prend nos centres de formation, que ce soit à l'université ou des centres plus ou moins formels, est-ce qu'il y a des structures sur place pour former les jeunes à aller vers ces domaines-là? Monsieur Bossoro, puis... Monsieur Jules, c'est vrai que nous, quand on sortait dans les années 2011, moi je suis sorti ingénieur en 2012, on n'avait pas eu l'occasion d'avoir beaucoup plus d'universités directement thématiques. Aujourd'hui, par exemple, je vois des jeunes qui sont formés en horticulture. Directement, on n'avait pas eu session, on est sorti généraliste. Beaucoup plus, on a fait 6 mois de spécialité. Mais l'État a rapidement réglé ce problème, mais ce problème n'est pas allé dans le fond. En 2006, j'ai suivi M. Sativi sur une émission. En ce temps, il n'était pas encore à la CCIB, il était directeur d'Agri-Sage, où il disait qu'il y avait eu une adéquation formelle entre la formation
ce que les entrepreneurs veulent sur le terrain comme en matière de ressources humaines. Quand il a dit ça, j'étais déjà en école d'agronomie en ce temps. Ça m'a tellement choqué. Et un jour, il était au lancement de l'école d'entrepreneuriat Esperanza. J'ai été le rencontrer. Je dit, monsieur le directeur général de l'agriculture, vous avez dit quelque chose que je n'ai pas aimé. Il m'a répondu, c'est ce jour. Quand tu grandiras et tu deviendras chef d'entreprise, un jour, ça va prier pour toi, tu comprendras. Mais aujourd'hui, j'ai compris. La formation dans nos universités ne colle pas avec ce qu'il y a sur le terrain. Nous, on a eu peut-être la chance ou la clairvoyance de se faire beaucoup plus former après le bagage qu'on nous a donné à l'université. Et c'est peut-être ça qui fait aujourd'hui ce que nous sommes devenus. Donc, les formations qu'on donne à l'université sont des formations généralistes, pas des formations thématiques. Moi, ici, par exemple, j'embrasse aujourd'hui la commercialisation. Je n'ai pas appris ça, je me suis fait former sur... J'ai fait des formations dans d'autres universités par le biais de l'Internet. C'est vrai que j'aurais aimé quand même avoir une certaine formation de base. Donc, la formation aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Et c'est là que je loue un peu l'initiative des gens comme moi, comme Aziz, et d'autres, beaucoup d'autres, qui aujourd'hui mettent quand même leur expérience à la disposition de certains jeunes. Nous, à AgriConseil, j'ai donné des statistiques la dernière fois sur ma page Facebook, où en 11 ans aujourd'hui, nous avions pu, je vais rapidement retrouver ça parce que je n'ai pas les statistiques en tête, nous avions formé, sur les 11 ans d'exercice que AgriConseil a eu, nous avons formé 993 personnes, dont 6 enfants de moins de 14 ans. Parmi ces 993 que nous avions formés, nous avons eu au moins 69 aujourd'hui qui ont installé des fermes propres à eux et qui vivent de l'activité. Pour nous, c'est une avancée. Et dedans, il y a 320 qui ont cette activité comme une deuxième source de revenus. Et si aujourd'hui, ceux-là n'ont pas pu faire un petit pas pour payer de formation thématique, comme ce que nous avons fait aujourd'hui, on ne va pas avoir ça. Quand moi, je prends les 69 formés aujourd'hui qui vivent de cette activité, ils ont au minimum 2 personnes qu'ils emploient. C'est déjà de l'emploi qu'ils donnent. Et quand bien même tous ceux-là embauchent des gens, les jeunes Béninois que nous sommes, c'est vrai que je suis sorti aussi un peu du pays, mais je reviens pratiquement au cadre du Bénin. Après la formation, il y a le bien-être en entreprise que nous n'en avons pas. C'est beaucoup plus ça aussi qui fait l'échec des startups et de ceux qui vont s'installer dans les entreprises. Parce que vous savez, l'entreprise, c'est la ressource humaine. Hein? Une entreprise n'est pas une entreprise sans la ressource humaine. Et quand la ressource humaine même a une formation, il faut que cette formation soit qualifiante et il faut que l'employé aussi se mette dans la tête de son employeur et dit que c'est ce que je fais qui me donne à manger. Quand aujourd'hui nous avons des entreprises, nous voyons que la majorité de nos employés ne sont que là pour le salaire. Le patron va faire tout possible pour amener le salaire. Donc, nous avions un problème de formation et un problème de bien-être dans le travail que nous faisons.
Je vais m'en arrêter là, monsieur Jules. OK. Monsieur Agosso, lors de depuis que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat et puis au cours des dernières années, est-ce que vous avez identifié des domaines de formation, des formations, aussi bien au niveau des producteurs à la base ou des éleveurs à la base, qu'au niveau des techniciens qui accompagnent les entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des formations que vous avez identifiées où on devait vraiment investir dans ces formations pour relever un peu le niveau de l'entrepreneuriat agricole? OK. Déjà, à prime abord, il faut déjà comprendre que l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique n'est plus une option. C'est devenu une nécessité. C'est-à-dire, les jeunes aujourd'hui, ils ne choisissent pas l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat qui les choisit. Parce que quand tu es conscient que ton père n'est pas ministre, que tes parents ne sont pas fortunés, et quand tu connais la quantité, je parle du nombre de diplômés qui sortent de nos universités, chaque année, on comprend tout de suite que il n'y a pas de la place pour tout le monde au niveau de l'emploi. Ça veut dire qu'il faut se démerder, il faut se débrouiller. J'ai dit en 2021, j'ai fait certainement le plus bel investissement de ma vie. C'était sur la formation. J'ai pris un mois, j'ai investi 21 000 euros sur l'acquisition des compétences. Certes, c'est une somme qui ne sera pas, et ce n'est pas, c'est une opportunité qui ne sera pas peut-être donnée à tout le monde, mais je sais que quand on veut, on peut. Je viens d'une famille modeste et l'entreprise, je sais que je sais comment je l'ai parcouru. Ça n'a pas toujours été facile. Et l'une des choses qu'il faut apprendre, c'est quoi l'entrepreneuriat? Quand on parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneur, il n'y a pas fait. Entrepreneuriat, c'est un métier. Vous êtes entrepreneuriat dans un domaine. C'est que vous avez d'abord une compétence avant de pouvoir entreprendre dans ce domaine-là. Avant d'être entrepreneur, on dit entrepreneur agricole. C'est que tu as d'abord une base. Entreprendre, c'est quoi? C'est identifier un problème et proposer une solution qui sera un service ou un produit à ce problème-là qui sera rémunéré, que tu vas vendre. Donc, il faut déjà, pour identifier un problème, il faut que tu puisses connaître ce problème-là. Et pour connaître, il te faut une compétence. Et cette compétence, tu l'acquiers grâce à la formation. En septembre dernier, j'étais à Paris avec Sativi et moi, au niveau du Space à Rennes, j'avais un badge d'exposant parce que je suis déjà, faut dire que je suis membre de l'Association scientifique française de cuniculture et je suis je suis le seul noir qui siège au niveau de la World Rabbit Center Association, c'est-à-dire la plus grande association scientifique euh, de cuniculture au monde. Je siège parmi les 316 chercheurs professionnels. Alors, j'étais avec des Arabes quand il est passé, je l'ai reconnu. J'ai pris une pause, je suis allé le saluer et je l'ai invité sur notre stand, on a discuté et il a dit, il pense qu'aujourd'hui, il peut s'en aller en paix parce qu'il sait que la relève est assurée au Bénin, que ici de la faculté des sciences agronomiques. Mais quand je vois le décalage qu'il y a entre ce qu'on nous a appris et la réalité, euh, vous voyez que on est en retard parce que généralement, les cours qu'on a, ce sont des cours qui datent à peu près de 50 ans. C'est les mêmes cours qu'on nous répète. Or, il y a un problème. Il y a un sérieux problème parce que le monde a évolué. Moi, aujourd'hui, mon maître de mémoire, et je le rends toujours hommage, Christophe Chrysostome, même tout à l'heure, on s'est écrit, il me dit toujours, Aziz, aujourd'hui, tu es plus fort que moi. J'apprends de toi. Or, c'est le professeur qui m'a vraiment tyrannisé. C'est-à-dire, à l'université, c'était le professeur avec qui personne ne voulait travailler, quoi. Tu vois, c'est le professeur
quand tu dis que c'est lui qui est ton encadreur, tu dis non, 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 je suis cuit, quoi. Mais c'est toujours celui qui faisait sortir les meilleurs étudiants. Moi, j'ai fini major de ma promotion, mon mémoire a été ACP avec mention excellent, avec félicitations du jury, où il n'y avait pas de faute. Et quand je rappelle, je vois tout ce qu'il m'a fait subir pour arriver là aujourd'hui. Je n'ai que la chair de poule et je lui dis merci. La formation est d'autant plus importante parce que c'est ça qui vous permet vraiment d'identifier les réels problèmes que vous transformez en opportunités. Moi, ça fait quoi? Ça fait 10 années que je travaille sur la génétique parce que j'ai compris qu'on avait un problème de génétique. Parce que je l'ai dit dans ma première vidéo, je ne conçois pas que pendant que les gens en Europe vendent des sujets à 65 jours, moi, je dois garder un lapin pendant 5-6 mois. Pendant qu'ils ont des portées, moi, la plus grosse portée que j'ai vue dans ma vie, c'est 25 lapins. Mais je ne comprends pas pourquoi des gens auront des portées de 12-13 quand chez nous, la portée moyenne sera 5. Donc, pendant que toi, tu vends un lapin, il a vendu 6 lapins. Comment est-ce qu'on fait pour être rentable? Et je crois que c'est là notre problème. Notre problème, c'est qu'on est resté tellement longtemps dans la médiocrité que quand tu fais un pas par rapport à ton voisin, tu dis non, je suis fort. Mais non, tu dois te mesurer par rapport à ce qui se fait de meilleur dans la filière. Moi, aujourd'hui, je parcours le monde grâce au lapin. Et je me rends compte, en fait, que l'Afrique est le continent où le lapin va vraiment connaître une émergence. En Europe, ils se sont développés, mais ils avaient beaucoup de contraintes par rapport à cette filière. Nous, on a un climat qui est plus adapté. On a un climat qui est plus adapté. Donc, la formation est d'autant plus importante. Pourquoi? Parce que c'est ça là qui va nous garantir même déjà de pouvoir commencer avec un peu d'investissement. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, dans mes sept franchises aujourd'hui à l'étranger, à la base, ce sont des Béninois que j'emploie. Aujourd'hui, je suis à plus de 80 employés. C'est des Béninois que je forme au Bénin, sortis des universités, que je recycle et que je renvoie dans ces pays-là. Mais l'agriculture et l'élevage, c'est la clé du développement de l'Afrique. Parce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas. L'Europe aujourd'hui est en train de vivre bientôt une crise de famine. Et ça sera à nous de nourrir désormais l'humanité. Et pour nourrir l'humanité, il faut qu'on apprenne à produire qualité. Mais plus seulement qualité. Il faut qu'on prenne désormais industrialisation des filières. Et où je veux en venir, c'est quoi faire? Il faudrait qu'on pense à l'organisation des filières. Moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai mis en place un fonds de sélection génétique au Bénin. Je veux mettre en place 2000 femelles de la gamme Optima. Ça va être la première fois. On a 2000 femelles de la gamme Optima qui vont être mises en production. Mais si je devais importer ces 2000 femelles de l'Europe, ça m'aurait coûté une fortune. Je n'aurais pas pu. Mais ces 2000 femelles seront produites au Bénin. Parce que l'objectif, grâce au centre de sélection, grâce au centre d'insémination, c'est de pouvoir saillir ces 2000 femelles-là en un mois. C'est possible. Aujourd'hui, nous allons même vers la vente de semences. Et ça nous permettra de garantir une production d'à peu près 20 000 lapins. 20 000 lapins en 42 jours. Donc, si aujourd'hui l'État vient en face de moi pour me dire « Hé Aziz, on arrête les importations là, tu es prêt pour produire ?» Je dirais oui, j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui. Je n'irai pas, je ne vais pas installer 2000 femelles à mon nom. Je vais plutôt chercher 10 investisseurs qui vont installer 10 fermes de 200 pour eux-mêmes. Donc, moi, je vais assurer la reproduction et je mettrai à côté un abattoir moderne parce que notre véritable problème aussi, c'est que nous avons des solutions individualisées qui ne permettent pas de regarder sur le long terme, qui nous limitent en termes d'investissement. Et tout ça, c'est la compétence qui crée ça. C'est le manque de formation qui crée ça, le manque d'organisation des filières. C'est qu'un éleveur, quand vous avez un mec qui est, lui seul, il est éleveur, il est vétérinaire, il est transformateur, il est fabricant d'aliments, comment vous voulez que celui-là puisse s'en sortir? Il ne pourra pas.
si on développe la chose, on développe la filière, que vous avez quelqu'un qui s'occupe de la génétique, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la transformation, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la production, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la santé, et s'il vous plaît, et qu'à chaque niveau, ces gens-là sont formés et compétents, ça va marcher. Et je crois que c'est le problème que nous avons aujourd'hui au niveau des entrepreneurs. Parce que vous avez des entrepreneurs qui ont une très grande visibilité, mais lorsqu'ils parlent de certaines filières, vous vous rendez compte que non, mais ils ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Mais il y a des milliers de personnes qui le suivent. Si on est d'accord que l'entrepreneuriat aujourd'hui est une option, n'est plus une option, et c'est une nécessité, 85% de l'économie américaine est basée sur les petites et moyennes entreprises. Pour vous dire à quel point on est en retard, la moyenne des agriculteurs aux États-Unis, ils ont 160 hectares. Vous connaissez combien d'agriculteurs chez nous qui ont 160 hectares? Lorsque je prends ma filière cunicole, la moyenne, c'est-à-dire les petits éleveurs de chair en Europe, ont 1000 femelles reproductrices. J'ai fait le tour dans l'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas un seul éleveur qui a 1000 femelles reproductrices. On va dire qu'on produit du lapin. J'ai pris 6 mois. J'ai importé plus de lapins en Afrique qu'en 60 ans des importations. Quand j'ai vu le chiffre d'affaires que ça représente, ce sont des devises que nous envoyons en Europe. Mais si ces devises-là, on les avait gardées chez nous, grâce à la compétence, parce qu'on aurait compris qu'il nous faut plutôt des centres de multiplication, des gens qui vont s'occuper uniquement de la production, de la génétique, des gens qui vont s'occuper uniquement de l'aspect insémination, des gens qui vont s'occuper uniquement de l'aspect transformation, ainsi de suite, on aura organisé la filière. Tout ce qu'on organise là, c'est de l'emploi qu'on crée, c'est de la richesse qu'on crée et c'est le développement des filières contribuant ainsi à l'économie des pays. On va créer de l'emploi, on va créer de la richesse et on va faire découvrir notre pays. Donc, quand vous regardez ça sous tous les angles, vous vous rendez compte, non, il y a un problème. Et le véritable problème vient du fait que déjà, on ne nous a pas appris à travailler ensemble. Moi, j'ai des Béninois, quand ils m'écrivent, je leur dis, je suis Béninois, ils me disent, non, tu n'es pas Béninois. Il y a un autre qui était assis à côté de moi, il dit, non, Aziz, c'est un Béninois, je le connais, il dit, non, ce n'est pas un Béninois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis presque caché des Béninois. Mais le Bénin est le premier pays africain détenant un centre de sélection génétique. Mais pourquoi est-ce que je ne m'ouvre pas? C'est un peu comme ce qu'il a dit. Nous sommes dans un contexte qui ne fait pas la promotion des talents chez nous. Nous sommes dans un contexte où l'excellence n'est pas appréciée à sa juste valeur. Il faudrait désormais qu'on donne vraiment l'opportunité à certaines personnes qui font un certain travail et qui ont eu des résultats de pouvoir aujourd'hui s'exprimer. Aujourd'hui, nous avons besoin de nouveaux types d'entrepreneurs africains. Des gens qui n'ont peur de rien, qui sont prêts aujourd'hui à aller compétir face aux Européens, face aux Américains, face aux Asiatiques. Parce que, croyez-moi, ils n'ont rien de plus que nous. Nous sommes plus intelligents. Parce que nous, notre intelligence vient du fait qu'on a pu s'en sortir à partir de rien. Eux, ils ont tout un cadre qui est déjà créé depuis leur naissance. Ça vient déjà du fait qu'on a une formation à la base qui est celle de la vie. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour l'Afrique, à travers la recherche de la compétence, de la formation, c'est que lorsqu'on prend une filière, aujourd'hui, tel qu'on prend le maraîchage, qu'on peut dire, ça, voici la référence, c'est M. Bossou. Lorsqu'on prend le porc, qu'on dit, ça, voici tel truc, c'est celui-là qu'il faut. Lorsqu'on prend le poisson, qu'on peut dire, ah, voici quelqu'un qui fait ceci, qui s'y connaît, c'est comme ça. Mais regardez aujourd'hui, et ça, je le dirai toujours, tant que l'Afrique ne sera pas unie, tant qu'on n'aura pas acquis une certaine compétence qui nous permettra de créer des grandes entreprises, et quand je dis c'est des consortiums, vraiment des grandes entreprises qui pourront rivaliser, on n'ira nulle part. En réalité, tous ceux qui brillent dans le monde aujourd'hui ne sont pas partis de rien. Aujourd'hui, on connaît Elon Musk, mais on ne connaît pas les 1000 investisseurs qui sont derrière lui. Et quand vous regardez son cursus, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a un doctorat. C'est quelqu'un qui a une connaissance à la base. Il ne sait pas improviser. Regardez Bill Gates. On connaît Bill Gates, mais on ne connaît pas les milliers d'investisseurs qui l'ont permis d'être là. Et il vient d'une famille très riche, tout comme Elon Musk.
Sa maman était top modèle, son papa était un minier qui a fait fortune en Afrique. Donc, quand vous prenez Mark Zuckerberg, quand vous prenez tous ces gens-là, aujourd'hui, Ali Dangote, il est le descendant de l'un des plus riches hommes d'affaires du Nigeria. Donc, vous allez voir que ce sont des gens qui, avant l'argent, ont d'abord eu la compétence. Il y a des gens qui ont été plus riches qu'eux, mais qui n'ont pas réussi. De même qu'il y a des gens qui étaient plus pauvres qu'eux, qui n'ont pas réussi. Ça veut dire que c'est vous qui provoquez votre réussite. Moi, je ne pense pas encore avoir réussi parce que je me suis dit, ma vision, elle est grande. Ma vision, je l'ai depuis 12 ans. C'est pouvoir rendre la viande de lapin aussi accessible et vulgaire que les œufs de table. Je le dirai. Et je sentirai que j'aurai réussi quand la viande de lapin va se retrouver dans tous les plats des populations africaines. Quand je serai assis et qu'il y aurait une grande production, on va voir des conteneurs de viande de lapin produits en Afrique qui vont circuler. Là, en ce moment, j'aurais ce ressentiment de réussite. Mais en ce moment, non. Parce que ce que je vois aujourd'hui ne me réjouit pas. Peut-être parce que je vois encore le décalage avec l'Europe, mais je sais qu'on peut y arriver. Et c'est uniquement avec la formation. Et aujourd'hui, le développement, c'est l'affaire de la jeunesse. Parce que nous, on a cet avantage que nos parents n'ont pas eu. On a les nouvelles technologies. Nous sommes sur les réseaux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour vendre. Tu peux vendre sur ton smartphone. Tu n'as plus besoin d'être au bureau pour faire des réunions. Et tout ça, ça entre dans quoi? Dans la compétence, dans la recherche de la formation. Moi, et c'est dire, si j'ai travaillé dans 100 fermes en 2022, si j'ai visité 100 fermes où mon expertise a été recommandée, parce que la plupart du temps, je ne fais pas de publicité, où mon expertise a été recommandée, dans 95% des cas, c'était des fermes où j'allais réparer ce qui était mal fait. Et dans 5% des cas, c'était des installations. Donc, c'est vous dire qu'il y a une volonté qui existe des gens. Mais la seule chose qui pose problème aujourd'hui, c'est cette étape de formation. Et nous, on arrive aujourd'hui à pouvoir donner cette formation dans un cadre pratique. Parce que la meilleure formation, pour clôturer, je dis, c'est celle que les yeux ont vue, la main a touché, que la tête a gardé. Voilà. Merci beaucoup. Avant d'aborder le dernier volet de cette émission, je voudrais demander votre permission pour afficher vos numéros, enfin les numéros que j'ai, à moins que si vous avez d'autres numéros commerciaux que vous voulez qu'on mette, parce que là, j'ai une question pour vous que je vais relayer tantôt, mais je vais mettre quand même les numéros dans les commentaires et puis quand je vais traiter la vidéo pour YouTube aussi, je vais mettre aussi vos numéros au cas où des gens voudraient vous contacter par rapport à vos domaines d'expertise respectifs. Parce que l'émission qu'on avait faite il y a peut-être 1 an environ avec Aziz, je continue de recevoir des questions, les gens qui m'écrivent toujours pour dire j'ai besoin du numéro de M. Agosso, comment je peux le contacter. Donc, si vous avez un numéro que vous voulez que je mette qui soit différent de celui que j'ai déjà, vous pouvez me le dire, sinon je mets ce que j'ai là avec l'un ou l'autre. Est-ce que par rapport au numéro, c'est correct? Je mets les numéros que j'ai déjà ou pas? Oui, je crois que vous avez mon numéro du Bénin. Hein. C'est Oui. ça qu'il faut mettre. Et Oui. M. Bossou, vous voulez que je mette le Oui, même je suis en train de numéro? vous envoyer dans le chat votre numéro. OK, c'est bon. Donc, parfait. Donc, je vais mettre ces numéros-là et puis comme ça, les gens pourraient vous contacter directement sans intermédiaire. OK, j'ai une question ici de, je crois que c'est M. Léandre Onadia. Il dit bonjour, chers panélistes. Est-il possible pour un éleveur de lapins qui n'est pas agronome de formation de se former sur l'insémination artificielle en Afrique? Si oui, dans quel centre de formation ou dans quelle ferme? Monsieur Agos, vous allez répondre rapidement en quelques minutes. Oui. OK. Et déjà, le premier centre d'insémination artificielle existe en Afrique et c'est au Bénin. Donc, vous pouvez venir vous faire former là. C'est vrai qu'officiellement, j'ai pas encore lancé l'ouverture de la formation, mais sachez qu'on le produit déjà au Bénin. Donc, déjà, et puis, dans un second temps, il faut que vous compreniez que chaque éleveur
chaque éleveur ne peut pas investir dans un centre d'insémination. C'est généralement des outils qui sont réservés souvent à des coopératives parce que l'investissement serait lourd. Et compte tenu du niveau, si vous êtes à moins de 400 femelles reproductrices, ça ne sert à rien d'investir dans un centre d'insémination. Il y a des méthodes telles que la planification des chaleurs et tout ce qui va avec qui vous permettrait d'avoir de très bons résultats. Et ça soulève toujours le problème qu'on a martelé tout à l'heure. Mettez-vous en réseau, choisissez des gens, des partenaires avec qui vous voulez travailler, installez une ferme de 1000. Si vous installez une ferme de 1000 femelles et qu'à côté, vous faites votre petit centre d'insémination, ça va marcher. Donc oui, moi je donne des formations en ligne, et ça dure 6 semaines, mais je ne prends que 10 personnes. Et dans ces formations, généralement, je fais intervenir des grands experts européens qui, euh, qui, qui viennent également partager leur expérience. Mais je pense que vraiment la meilleure expérience, c'est celle que nous avons en Afrique, que nous arrivons à valoriser et qui apporte de très bons résultats. Aujourd'hui, on a bâti une filière solide en Côte d'Ivoire. On fait pareil au Mali, au Bénin, au Sénégal, au Cameroun. Là, on est au Congo, en Angola et en Guinée. Je ne sais pas, on a eu des demandes sur le Burundi. Donc, on essaie d'étudier la question et ainsi de suite, quoi. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup. OK, on va aborder rapidement le dernier bloc de l'émission. On a écouté un peu votre parcours. Est-ce que pendant toutes ces années, M. Bosso a parlé de au moins 11 ans, M. Agosso au moins 10 ans sur votre parcours? Quel est le plus grand défi ou bien les plus grands défis que vous avez eu à rencontrer pendant tout ce temps, M. Bosso? Merci, M. Jules. Les grands défis, il faut reconnaître que M. Agosso en a parlé longuement. Vous savez, l'un des défis qu'on doit relever dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on doit, on doit laisser l'individualisme. Moi, j'ai l'habitude de dire toujours que je ne ferai rien seul. Et tout ce que j'ai comme entreprise, j'ai toujours des associés. Parce qu'on n'est pas intelligent tout seul, on ne peut pas avoir les compétences tout seul. Et quand on prend aujourd'hui l'entrepreneuriat, le secteur agricole, Aziz a dit tout à l'heure que aux États-Unis, la moyenne de superficie qu'a un producteur, c'est 160 hectares. Chez nous, ce n'est pas possible. Nous, on a essayé de mettre en place une start-up qui devait amener des équipements directement aux producteurs. Mais le problème auquel on a été confronté, c'est que tel producteur a 1 hectare de ce côté, l'autre a 1 hectare de l'autre côté. Quand le tracteur va, il ne voit pas un travail en même temps en tenant, il puisse le faire. Aujourd'hui, c'est vrai que l'État fait la promotion des coopératives. Mais dans ces coopératives, l'individualisme continue toujours par créer des problèmes. Donc, le premier défi auquel on est confronté, après la formation bien sûr, c'est l'individualisme et le fait qu'on n'a pas de référence. Quand on regarde ceux qui ont réussi dans notre pays, généralement, ce n'est pas la politique. Donc, la référence que nous, jeunes Béninois, on a, c'est politique. Je vais demander à mes frères jeunes de laisser les politiciens faire leur politique. Et s'ils veulent embrasser l'entrepreneuriat, ils n'ont qu'à aller prendre des références. Comme l'a dit M. Agosso tout à l'heure, quand on parle du lapin, même si ce n'est pas encore au Bénin, si c'est quelqu'un qui a eu voir son parcours, voir ce que cette personne a fait. Quand on prend le maraîchage au Bénin, il y a des gens qui ont fait le maraîchage au Bénin. C'est vrai qu'on ne fait pas la promotion de nos talents.
pour que la jeunesse puisse prendre ces talents-là comme référence. Alors, il faut aujourd'hui que la jeunesse commence à se mettre en tête qu'il doit avoir des références. Donc, pour moi, voilà les gros défis. Il y a aussi le défi pécuniaire. Vous savez, monter une entreprise, ce n'est pas facile. Il faut se réserver ce qu'on doit manger le soir. Quand nous, on débutait nos entreprises il y a 12 ans, 13 ans, on était beaucoup de jeunes à aller. Mais aujourd'hui, il y a certains qui sont déjà devenus pasteurs, d'autres qui sont devenus policiers, d'autres qui sont devenus politiciens, juste parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas été encouragés dans l'investissement qu'ils font. Parce que se lever le matin et aller dans son entreprise, travailler, et qu'à la fin du mois, il n'y ait rien à la maison, c'est aussi compliqué que le mot compliqué. Et quand nous sommes dans un pays où les accompagnements ne sont pas faits, je parlerai en parenthèse d'une loi. Le mercredi passé, le Conseil des ministres ivoirien a adopté la loi sur les startups, qu'on appelle généralement la Startup Act. Nous, on a eu la chance d'effectuer une mission pour l'État béninois et pour les Nations Unies, on a été en Tunisie. Mais quand tu crées ton entreprise, tu crées ta startup en Tunisie, il y a des accompagnements pendant 7 ans pour te permettre de bondir et de pouvoir créer une licorne dans 10 ans. Je prends le président Macron, quand il est venu au pouvoir. Il a dit, sous mon mandat, je veux avoir tel nombre de licornes, qu'il a multiplié par 2. Dans notre pays, on tarde à sortir cette loi-là pour les startups. Alors qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Si même l'État ne crée pas les conditions, c'est vrai que dans notre pays, il y a peu, on a créé une grande agence pour l'entrepreneuriat, pour les PME, et ils sont en train de faire un travail. Mais le travail qu'ils sont en train de faire, il faut savoir aussi que des pays ont déjà fait ça et ils peuvent faire des missions pour aller voir ce qui se passe. Si aujourd'hui, on n'aide pas la jeunesse, d'une manière ou d'une autre, à aller dans l'entrepreneuriat, je vous assure que demain, ce serait une bombe. Quand nous avons voulu mettre en place Genoukun Store en 2010, nous avions pris nos propres fonds, mon associé et moi. Nous sommes allés au Nigeria, nous sommes allés à Jumia, on a regardé un peu comment ça fonctionne. On est venu, on est allé dans 2 banques dont je préfère tel les noms ici, pour leur demander de nous donner une licence pour pouvoir avoir des cartes Visa pour qu'on puisse faire le commerce électronique. Monsieur Jules, la banque qui a été clémente avec nous nous a demandé 2 milliards comme caution. Moi, Milet, là, même aujourd'hui, je ne peux pas trouver une caution de 2 milliards et aller déposer. Mais aujourd'hui, je suis très heureux que le monde les a rattrapés et pratiquement aujourd'hui, cette licence qui pouvait donner à un jeune, aujourd'hui avec 3 000 francs, on peut avoir cette carte-là et pouvoir faire le commerce électronique. Et là, c'est là que je reviens sur la préoccupation sur l'une des préoccupations d'Aziz, qui dit que notre système éducatif aujourd'hui est vieil de 50 ans, et c'est vrai. Les cours qu'on nous donne dans nos universités, là, c'est caduc. On va avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, pour produire du légume, il y a d'autres manières pour le faire. Dans nos universités aujourd'hui, est-ce qu'on apprend la culture urbaine, les cultures au sol à nos étudiants? Non.
On nous apprend toujours à produire comme nos parents. Et quand aujourd'hui, quand bien même tu vas sur le terrain en tant qu'agronome, les producteurs restent dans leur coin, ils te disent, quand tu commences à dérouler ce que tu as appris à l'université, même ils te disent que non, on connaît déjà ça. Est-ce que tu as amené quelque chose de nouveau? Donc aujourd'hui, le recyclage, c'est un défi qu'on doit aujourd'hui aborder. C'est vrai que le gouvernement actuel a créé ces instituts qui est un centre d'innovation. On innove là-bas. Mais est-ce que l'innovation dans l'agriculture est sur ce chemin? J'ai visité le Sénégal il n'y a pas longtemps, où j'ai vu comment des jeunes, avec l'État, ont pu créer des centres urbains pour faire de l'élevage couplé avec le maraîchage, pour pouvoir créer des circuits de distribution courts. Mais chez nous, ce n'est pas encore ça. Quand bien même aujourd'hui, un jeune qui est allé trouver 10 000 francs et veut se donner un nom, veut avoir une carte professionnelle, va créer une entreprise, à la fin de l'année, l'impôt est déjà debout pour qu'il paie les impôts. C'est vrai, on a besoin des impôts pour développer le pays. Mais dans le même temps, on a besoin de former, d'accompagner des jeunes pour qu'ils mettent sur place des entreprises qui, demain, si l'État investit 5 ans dans une start-up sans que cette start-up est en train d'évoluer et ne paie pas d'impôts, si cette start-up évolue, l'État va reprendre tous les impôts que cette start-up devait payer, l'État va lui reprendre tout. Donc, qu'on évolue aujourd'hui avec le temps et qu'on sache que l'entrepreneuriat aujourd'hui n'est plus une option. C'est une nécessité. L'État ne peut pas tout employer. Allez à l'université, d'abord, mais Calavi, si des gens me suivent, allez demain, restez au portail, attendez à 17h, il faut voir le nombre d'étudiants qui quittent. Qui peut les employer? Personne. L'État ne peut pas employer le tiers. La dernière fois, j'ai discuté avec une autorité béninoise qui me dit oui, que c'est pour votre génération qui ne trouvera pas de travail dans peu de temps. La majorité des employés de l'État seront à la retraite et la génération qui vous suit, la génération de deuxième position de vous trouvera. Mais non, quand elle a dit ça, je lui ai dit, monsieur, c'est faux ce que vous dites. Ce n'est pas parce que nous, aujourd'hui, plein de jeunes aujourd'hui qui ont entrepris sont en train de mourir d'AVC à cause du stress. Le stress est constant sur nous. Comment tu vas payer les salaires pour nous? Ce n'est pas quand on va finir de mourir que nos jeunes vont trouver gratuitement du travail dans l'entrepreneuriat, au niveau de l'État. Ils sont combien? Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat est une nécessité et vraiment, je demande au gouvernement de de voter les lois que des pays qui nous ont succédé ont déjà fait. La Startup Act est une loi qu'on doit voter pour le développement des jeunes entreprises. Le numérique aujourd'hui, Aziz a dit tout à l'heure que lui ne forme pas le numérique. Ça veut dire que le secteur du numérique est un secteur transversal. Alors, il faut envoyer les jeunes dedans. Moi, j'ai visité en 2018 une ferme en France où le monsieur a 2000 têtes de porc, des canards incomptables et il ne lave ses loges que de façon sans la présence humaine. Mais comment ce monsieur-là ne va pas faire de chiffre? Il suffit juste qu'il appuie sur un bouton, bien tout est réglé. Les loges sont lavées automatiquement, tout est lavé automatiquement. Et on a besoin de ça dans notre pays. Et il y a des compétences pour le faire. Quand M. Aziz parlait tout à l'heure, il disait qu'il veut installer 2000 lapins. 200 femelles reproductrices, mais c'est des moyens. Il faut tout automatiser. Ce qu'ils vont manger. Donc l'État, dans l'accompagnement des filières, doit accompagner ceux qui doivent animer ces filières-là, qui sont les entrepreneurs. Puisque aujourd'hui, c'est une nécessité. Donc, nos défis, c'est la formation, c'est d'éviter l'individualisme,
de s'associer en compétences et que l'État ouvre maintenant des canaux pour l'accompagnement de ces entreprises-là. Aucun de nous ici n'a suivi des formations en entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, on a pu trouver des idées des incubateurs, des idées de pépinières pour pouvoir accompagner ces structures d'accompagnement. Que l'État se mette dans ça et accompagne. Parce que quand on va revenir dans la gestion, je vous demande, si aujourd'hui le train est déjà allé, que vous puissiez programmer aussi un truc de ce genre, une émission de ce genre, où on va parler des défis sur la gestion entrepreneuriale. C'est pas facile. Là, moi-même, je suis en train de me faire former encore sur ça. La gestion d'une entreprise agricole, c'est pas facile. Donc, je voudrais vraiment qu'un jour, il y ait encore un panel où on pourra discuter de ça. Donc, voilà un peu, Monsieur Jules, j'ai monopolisé la parole, voilà un peu les défis. OK, Monsieur Agostinho, est-ce que par rapport aux défis, vous avez des éléments à compléter à l'intervention de Monsieur Bossou, oui? Non, mais quand on parle de défis, je crois que c'est peu dire, on doit parler de challenge. Parce que défi, cela veut dire qu'on a même encore le temps. Mais en réalité, on n'a plus le temps. Le temps nous a rattrapés et je crois que Covid, la guerre en Ukraine nous a rappelé que si on ne s'auto pas suffit, bientôt nous allons mourir de famine. Et ça, pour avoir été habitant du plus beau continent africain, ce serait dommage. Vous savez, c'est souvent les pionniers qui ouvrent ou qui ferment la voie à ceux qui viennent derrière. Généralement, quand vous allez dans la forêt, celui qui a le coucou qui est devant, qui déblaye la route, c'est celui qui est soumis au plus grand danger. Tandis que les autres vont juste le suivre. Et les autres vont le suivre parce que la route est déjà ouverte. Et quand il s'agit de fuir, généralement, quand il y a un danger, c'est ceux qui sont derrière qui vont rebousser chemin plus vite que celui qui est devant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où tout va très vite. Certes, je dis souvent, l'Afrique a un siècle de retard. Mais c'est un siècle que nous pouvons rattraper en 5 ans, 10 ans, si on sait bien faire les choses. Moi, je suis aujourd'hui au Bénin par recommandation. Pourquoi? Parce que les pays où j'ai le plus travaillé, où j'ai fait le plus de preuves, c'est le Mali, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. C'est les pays dans lesquels j'ai contribué à installer des grosses entreprises agricoles où ils tournent à un rythme très élevé. Récemment, le projet sur lequel je travaillais, c'était l'installation d'une ferme de 1000 moutons dans Bouche, parce que le monsieur a développé un concept d'abattoir et chaque jour, il arrive à vendre 4 moutons. Vous imaginez 4 moutons par jour, sur 10 jours, ça fait 40 moutons. À la fin du mois, vous voyez, ça fait 120 moutons. Il n'a qu'un seul point de vente où il arrive à faire ça. Vous savez, quand on est issu d'une famille pauvre, on ne réunit pas ses parents. On comprend très jeune qu'il faut se battre pour s'en sortir. Surtout si on finit par accepter notre situation. Et on finit par se battre pour dire, je vais changer la vie de mes parents. On ne réunit pas ses parents. De la même manière, quand on finit à un moment par dire, j'appartiens à un pays sous-développé, je crois qu'il faut se regarder en face aujourd'hui et dire, quelle est ma contribution par rapport à ça? Je crois que l'une des choses qui nous a aérés, c'est que la jeunesse, nous sommes restés assez longtemps dans l'attentisme. On s'est dit, qu'est-ce que l'État peut faire pour nous? Mais en réalité, quand vous regardez M. Mirlin qui est là, je ne suis pas sûr que où il est arrivé aujourd'hui, c'est l'État qui a fait quelque chose pour lui.
Il a d'abord cru en lui. Et je sais quelque chose par expérience, c'est que chaque fois que vous vous battez et que vous croyez en votre combat et que votre combat est noble, Dieu met toujours quelque chose ou quelqu'un sur votre voie pour vous aider à porter votre fardeau. Entreprendre, c'est accepter la difficulté au quotidien. C'est accepter les combats. C'est accepter de relever les défis et les challenges permanents. C'est-à-dire, il y a un adage au Cameroun qui dit, il faut longtemps chercher sans trouver pour trouver sans chercher. Ça veut dire que vous allez longtemps batailler sans résultat. Et un jour, ça va prendre. Et quand ça prendra, ça sera pour la vie. Arnold Schwarzenegger, il a dit, vous avez le droit d'échouer 1000 fois. Mais faites en sorte que la seule réussite que vous aurez, que ce soit la bonne pour toute votre vie. Aujourd'hui, nous devons repenser l'agriculture africaine, l'élevage. Nous sommes restés dans des projets, dans des fermes assez longtemps où il y avait de gros investissements pour des petites productions. Ces fermes-là marchaient parce que le monsieur avait une autre activité qui lui permettait de mettre l'argent dedans. Le jour que l'autre activité a pris coup, il a compris que bon, la ferme là n'est pas rentable pour mon ferme. Et vous avez des centaines de fermes comme ça au Bénin qui sont abandonnées. Aujourd'hui, vous trouvez ferme à vendre avec tout dedans. Même avec animaux là. Il dit, je préfère vendre ça comme ça que de continuer à mettre mon argent parce qu'il s'est rendu compte que ça ne marche pas. Or, en réalité, si on veut aller loin, ce qu'il nous faut désormais, c'est de petites fermes, bien structurées, basées sur la qualité du matériel génétique, basées sur la compétence, basées sur un niveau d'investissement que nous pouvons supporter et qui vont donner de grandes productions. Vous avez des gens qui disent, on va acheter 1000 poules pondeuses, mais on ne leur a pas dit ce que 1000 poules pondeuses mangent par jour et qu'ils doivent manger ça pendant 6 mois. Il va trouver fond de roulement où? Et le simple exemple, je me rappelle, monsieur Jules, quand vous êtes venu vers moi, vous avez un projet ambitieux. Vous avez un projet ambitieux il y a cela 8 ans. Vous êtes venu, vous avez dit, je veux tel nombre. Je vous ai dit non, monsieur Jules. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez. Il s'agit là où vous voulez. Je vous ai dit, nous allons commencer avec un peu 200 femelles. Je vous ai dit non, on va commencer avec 24. Et au bout de 5 mois, vous aurez les 200 femelles. Et c'est ça qui s'est passé avec vous. Parce que, en commençant avec 24, vous avez moyen de pouvoir les nourrir, de pouvoir apprendre, de pouvoir grandir progressivement. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est voir grand et commencer petit. Parce que qui va lentement, va sûrement. Moi, j'ai vu des projets, des gens qui ont investi des milliards, mais qui, je crois que c'est ça aussi le problème de certains. Je dis toujours, toi, en tant que promoteur de ferme, tu n'as aucune base. Tu donnes les clés de ton avenir à un employé, mais après, ne te plains pas. L'élevage ne se fait plus aujourd'hui par procuration. Si vous voulez vraiment faire aujourd'hui, cherchez un start-up qui réussit. Allez investir là-bas et rester tranquille. Mais dis que je vais être propriétaire d'une ferme en sachant que tu n'as pas le temps pour pouvoir suivre, tu vois l'échec. Ça va être voir l'échec. Le challenge est à tous les niveaux, mais le plus grand challenge que nous avons aujourd'hui, c'est le changement de mentalité. L'Afrique a tout pour réussir. Nous sommes le plus beau continent. Les Chinois, les Européens, les Américains, tous rêvent de l'Afrique, sauf les Africains. Et moi, j'ai fini par comprendre. J'ai une petite anecdote que j'ai développée lors d'une de mes conférences. J'ai dit, vous savez, Dieu, il est juste. Dieu a créé les bonnes terres et il a créé les mauvaises terres.
Il a créé les bonnes personnes et il a créé les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, on va dire, depuis la Bible, on sait que c'est les noirs. Les bonnes personnes, on sait que c'est les blancs. Jésus, on va dire les blancs. Donc, maintenant, on a pris les bonnes personnes, on a mis sur les mauvaises terres. Et on a pris les mauvaises personnes, on a mis sur les bonnes terres. En réalité, les Européens ont galéré avec leur sol pour pouvoir aujourd'hui être au niveau de l'agriculture où ils sont. J'étais au Maroc, j'ai vu ces gens-là faire de la banane dans le désert. Les Européens, on ne le dit pas tout, mais ils ont galéré pour pouvoir comprendre leur sol. Ils ont eu la difficulté pour pouvoir s'en sortir. Mais on dit l'Afrique aujourd'hui possède 70% des terres arables et cultivables au monde. Les terres les plus fertiles, 70% du monde sont en Afrique. Et nous sommes sur cette terre-là et on ne connaît pas la valeur. La preuve, je vous ai dit, ici au Congo. Ils ont les meilleures terres. Vous avez des vallées vastes comme ça, il n'y a rien dessus. Donc, imaginez qu'on change nos mentalités. Parce que la mauvaise personne aujourd'hui peut être la bonne personne demain. Et si on arrive, nous, Africains, à nous transformer, à être des bonnes personnes, vous imaginez ce qui va se passer? On aura des bonnes personnes, une nouvelle vague de bonnes personnes sur les bonnes terres. Bonnes personnes sur bonnes terres. Vous imaginez le mélange que ça donne? On devient le cœur du monde. Donc, c'est ça notre challenge aujourd'hui. Révéler l'Afrique, montrer que c'est possible, qu'on n'est pas des sous-hommes. Aujourd'hui, nous pouvons rivaliser à l'échelle internationale. Et c'est ça mon challenge. Pour cette jeunesse-là, on peut partir de peu et être au sommet. Il faut juste qu'on apprenne à croire en nous. C'est possible. Voilà, je vais m'en arrêter. Merci beaucoup. Donc, nous allons conclure cette émission. Donc, je vais vous laisser la parole en 60 secondes, 1 minute environ, pour votre mot de fin. On commence par M. Bossouré. Merci, M. Jules, merci à Gossou, merci à tous les internautes. Pour moi, je dirais que le challenge il est grand. Il est grand. Le challenge est grand. Il faut que les jeunes identifient correctement ce qu'ils veulent faire. On ne crée pas une entreprise ou un secteur entrepreneurial sans vouloir venir régler un problème. Quand un jeune aujourd'hui veut démarrer une entreprise, qu'il se pose la question, ce que je veux faire là, quel est le problème que je vais régler? C'est vrai qu'aujourd'hui, le domaine est vaste, le chantier est vaste, mais quand il se pose la question et il se donne la réponse à la question, qu'est-ce que je veux, quel est le problème que je veux venir régler, il s'entoure de bonnes personnes. L'expérience de l'éleveur ou de l'agriculteur, si vous voulez élever du lapin, vous voulez élever de l'escargot, même si vous voulez embaucher quelqu'un, il faut que vous-même vous allez suivre d'abord une formation. Pour pouvoir savoir ce que je veux faire là, c'est quoi? Donc, il y a l'expérience de l'entrepreneur dans le domaine qu'il veut l'embrasser. Et après, comme l'a dit Aziz, le changement de mentalité. Nous avions besoin de changer les mentalités, que ce soit nous-mêmes qui créons les entreprises, que ce soit les collaborateurs qui viennent travailler avec moi, avec nous là. On a tous besoin de changer les mentalités. Et si on le fait, dans 10 ans, l'Afrique va soulever des montagnes. Quand nous on démarrait la distribution il y a 12 ans, Monsieur Jules, on ne vendait pas un casier de jus par mois. Mais aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer un peu, on en vend. Donc, il faut croire en ce qu'on est en train de faire. Quand le jeune trouve la réponse à ce qu'il veut faire, il n'a qu'à aussi croire ça, puisque ça ne vient pas du ciel. Un enfant qui naît, s'assoit d'abord, commence par aller à 4 pattes avant d'aller à 2 pattes. Et après, il reprend le même cycle. Donc, je vais encourager tous les jeunes à aller
dans l'agriculture est le nouveau pétrole de l'Afrique. Et ce n'est que grâce à l'agriculture que l'Afrique va se révéler. Merci. Merci beaucoup, M. Bosso. M. Agosso, votre mot de fin? Oui, je sais qu'il y a une citation qui dit quand vous voulez un résultat différent, vous faites les choses différemment. La vraie folie, c'est de faire la chose de la même manière et de chercher à avoir un résultat différent. Entreprendre n'est pas chose aisée, c'est pas chose facile. Et mais je sais néanmoins que vouloir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir et c'est la rareté qui fixe le prix. La seule chose que moi je demande à cette jeunesse, c'est d'oser croire en elle, parce que pendant longtemps, on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas accomplir de grandes choses. Mais moi, je l'ai au fond de moi et c'est gravé sur mon cœur, sur mon corps. Never give up. On n'abandonnera pas parce que le challenge est beaucoup plus grand. Si une personne a pu le faire, c'est qu'une foule peut le faire. Et moi, j'ai foi en cette Afrique. J'ai foi en l'avenir, au fait que c'est chez nous que ça va se jouer. Mais sauf que on ne pourra pas y arriver tout seul. On a besoin de vous à nos côtés. Il faut qu'on forme une armée. Et le développement de ce continent, désormais, nous incombe à nous, la jeunesse, à nous, les enfants de cette terre africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous deux. Nous avons reçu pour vous M. Mirlin Bosso, qui est PDG de Jinokon, une start-up spécialisée en autres dans le service et aussi dans la distribution et la commercialisation des produits frais et locaux. Et M. Aziz Agossou, qui est beaucoup plus dans la filière cunicole, et qui fait la promotion de cette filière un peu partout en Afrique. Cette émission nous a permis aussi d'identifier d'autres sous-thèmes sur lesquels on va revenir plus tard, peut-être avec le même panel ou bien avec d'autres invités. Par exemple, la gestion des entreprises agricoles, qui est un défi aussi énorme que les entrepreneurs rencontrent sur le terrain. Non, je remercie aussi tous les internautes qui sont restés avec nous. Cette vidéo sera traitée, comme je l'ai dit plus tôt, les numéros de téléphone de nos invités sont dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, je vais les ajouter aussi sur la vidéo YouTube pour que les amis ou ceux qui désirent les contacter pour plus de renseignements ou pour des besoins de formation puissent les contacter directement. Donc, nous sommes aussi disponibles à recevoir d'autres personnes, d'autres spécialistes, que ce soit dans le domaine agricole ou bien dans l'économie numérique, qui souhaitent partager leurs expériences avec les jeunes, parce que c'est le défi que nous voulons relever ensemble, proposer des modèles de réussite à nos jeunes, et ils peuvent s'identifier à ces modèles-là pour pouvoir avancer aussi. Donc, merci à vous deux, et puis on se donne rendez-vous pour très prochainement. Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Merci beaucoup, Monsieur Merlin. Ce fut un plaisir de partager le plateau avec vous. Et j'espère qu'on aura la chance très, très, très bientôt, très prochainement, de se rencontrer, et de pouvoir échanger, et de collaborer, parce que c'est surtout ça, de pouvoir vraiment, vraiment collaborer. Le plaisir partagé, M. Aziz. Dès que vous êtes au pays, faites-moi ça. Merci beaucoup Ouais. et bonne soirée à vous. Merci. Merci. Bye. Ouais.